sur une autre thématique qui est à la mode aussi en ce moment, donc c'est les implants fac. Et donc je remercie Mickaël d'avoir accepté de faire cette présentation avec moi pour la Saphir et pour l'Anjo, et l'IAM pour avoir organisé cette session. Alors donc, on part donc d'un cas d'un patient. Donc, vous avez toutes les informations sur une slide. Donc, c'est un homme de 27 ans qui a une myopie forte d'environ 9 dioptries à droite et 8 dioptries à gauche, avec un astigmatisme associé. Il a une amblyopie à droite avec une acuité visuelle qui est limitée à 1/10, et également une amblyopie à gauche avec une acuité à 7/10. Vous avez donc une pupille qui est mesurée, un diamètre pupillaire à 3,8 et 4,4. La pachymétrie au point le plus fin environ à 520 microns. Alors, chez ce patient, vous avez différentes options possibles. Donc, vous avez le LASIK. Alors, le LASIK, si vous le pratiquez dans ce cas de figure, avec un capot de 110 microns et une zone rétrécie à 6 mm, vous allez avoir un mur postérieur de 300, mais un PTA à 42%. Le SMILE va vous laisser un mur postérieur à 233 microns pour un capot à 140. La PKR 363 avec une zone réduite à 6. Et puis l'implant, vous avez ces valeurs donc, de chambre à 3,11 et de blanc à blanc à 12,4. Donc avec toutes ces données, la question, on ne va pas faire le WICLAB puisqu'il ne marche pas, on va aller directement. Donc que proposez-vous à ce patient donc, qui ferait donc LASIK, SMILE, PKR, implant? Je vais demander d'emblée à nos experts. Françoise. Abstention. Je pense que oui, Liam. Enfin, ça dépend de pourquoi il veut se faire opérer, mais franchement, quel âge il a? Il a 27 ans. Le D, implant fac. D, si on fait quelque chose. Je rappelle, voilà, l'acuité visuelle du patient est à 1/10. Oui, sur un œil. c'est vrai, Il est amblyope, hein. pardon. Ah ouais. 1/10 Amblyope, 1/10, non. Je touche pas. Comment? Je ne touche pas non plus. Il a dit quoi? Je ne touche pas non plus. J'ai fait comme Liam. On n'est pas courageux du tout. Donc, Le 6e semestre. Hein. Ouais. Ok. Alors, donc, dans les faits, effectivement, donc, personnellement, je me serais abstenu. Mickaël, je ne sais pas. Je me serais abstenu. Bon. Dans les faits, donc, on se sera abstenu, c'est vrai, mais bon, si c'est comme ça. En réalité, donc, le patient a été opéré avec un implant fac sur son œil droit. Et donc, sur l'œil droit, il a eu cet implant de STAR. Donc, c'était faisable d'un point de vue profondeur et blanc à blanc. Et donc, un implant d'un diamètre de 13,2 avec le calculateur de STAR. Vous avez l'image ici post-opératoire avec un volt mesuré à 722 microns. Okay. Donc, vous voyez que le calculateur de STAR, il peut vous proposer que 4 sizing, que 4 tailles d'implants. Et donc là, vous êtes parti sur une implantation avec un implant de size 13,2 mm. Et donc, la deuxième question qui vient, c'est l'œil droit s'est bien passé. Et pour l'œil gauche, finalement, parce que l'œil droit n'avait pas vraiment d'enjeu, c'est un patient qui voyait 1/10. Locos, le calculateur en ligne, va vous proposer un ICL de 13,7 mm. Et qu'est-ce que vous allez suggérer? Est-ce que vous vous fiez au calcul locos? Finalement, ça a très bien marché sur le premier œil, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose sur le deuxième. Est-ce que vous vous dites, ça a bien marché, mais là j'ai un enjeu qui est majeur, je recalcule par moi-même, et puis je vais utiliser un calculateur en ligne. Le Nakamura, on en parle beaucoup, ça a l'air très bien. Est-ce qu'on recalcule par soi-même avec un autre calculateur, le Lasso en l'occurrence, ou est-ce qu'on utilise une formule de Barrett qu'on connaît très bien également? Oui, Françoise? On a opéré le patient. Normalement, je l'aurais pas opéré. Non. Voilà. Maintenant, on est dans le contexte où il a été opéré. Oui, j'ai bien compris. Il faut faire avec. Mais on a le droit à plusieurs réponses. Bien sûr, bien sûr. On peut faire plus. Peut-être B. Je recalcule moi-même. J'aurais fait plusieurs formules, en tout cas, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je me serais peut-être... Il est un petit peu trop volté, l'implant. Oui. Donc, j'aurais peut-être choisi une taille en dessous.
Donc j'aurais quand même recalculé. Donc il faudrait voir le blanc à blanc des deux côtés. J'ai pas fait attention si c'était le même, etc. Les deux Mais sud, voilà, les- savoir un petit peu. Et éventuellement, si on avait exactement le même blanc à blanc, j'aurais peut-être pris la taille en dessous pour être un petit peu moins volté. Liam. Bah, avant, j'aurais pris la réponse A en reprenant Ocos, mais suite à toutes les belles communications de ce matin, on voyait vraiment l'amélioration avec les calculs de mesure intraoculaire. Là, j'aurais fait en plus de Ouais. l'Ocos la Nakamura et le lasso qui est... Donc dans la pratique du quotidien, en général, quand vous programmez des implants fac, vous envoyez au fabricant et puis vous refaites vous-même. C'est ça? Alors, globalement, puisqu'on est en train de faire, ça va être le problème, parce qu'on est en train de faire de plus en plus des chirurgies bilatérales, on n'aura plus cet avantage-là. Donc, effectivement, on va être obligé de se fier au calcul. Donc, on a intérêt à faire plusieurs formules de calcul pour le faire. C'est vrai que le problème, souvent, comme c'est des patients myopes, si on les opère d'un seul côté, ils n'ont pas envie de rester anisométrope très très longtemps, et donc le temps que l'implant se positionne, c'est pas facile d'utiliser le premier œil pour. Alors là, je l'aurais fait sûrement parce que si, comme son œil est amblyope, bon, il peut supporter d'avoir un délai entre les deux yeux. Mais c'est vrai, on a aussi ce problème-là quand ils sont, s'ils supportent pas leur lentille, qui est celui-là, j'espère qu'il ne supportait pas sa lentille pour l'opérer, quoi. Parce que s'ils supportent pas leur lentille, alors comme il est amblyope, l'anisométropie, ils s'en fichent un peu, mais le plus souvent, ils sont embêtés si on leur laisse 3 mois entre les deux yeux, quoi. Ok. Alors, effectivement, donc, on aurait suggéré donc, de recalculer soi-même avec formule Nakamura, lasso, peu importe, une autre formule. Et alors, en post-opératoire, ce patient vous reconsulte, donc à J1, la PIO est à 60 mm de mercure et il a une midriase assez figée. Il a mal. Et puis il a mal. On lui a mis la dernière version de l'ICR. Il a un trou, quoi. Donc Oui. il a voilà, on voit le trou sur la lampe à fente, hein, vous voyez. Ah oui, exact, pardon. Et alors, donc, on le met sous traitement hypotonisant maximal. Qu'est-ce que vous faites à ce stade chez ce patient? Donc, est-ce que vous surveillez et vous ajoutez de la pilocarpine? Est-ce que vous réalisez une iridotomie périphérique au laser YAG? Est-ce que vous le remettez au bloc opératoire, mais simplement pour lui réaliser une iridotomie? Est-ce que vous explantez et vous mettez en place un implant de taille inférieure? Ou est-ce que simplement vous lui enlevez son implant et vous en restez là? François, Oh là là, c'est super compliqué. J'aimerais pas l'avoir celui-là, hein, Alors que nous, franchement. on aurait aimé vous avoir avec nous ce jour-là. Parce que là, alors déjà, il faut savoir que quand il y a une urée de Zavalia, le lendemain, c'est foutu, en général. Donc, alors il faut essayer de faire baisser la tension le plus possible. C'est sûr qu'il faut les revoir 3 heures après. Et en plus, monophtalme, enfin pas monophtalme, mais amblyop fort, il fallait le surveiller toutes les heures pendant 6 heures, celui-là, pour vérifier qu'effectivement tout se passait bien. Maintenant qu'on est là, je sais pas, Françoise, Moi, je l'aurais explanté, eux. explantation, Cathy? là, le pauvre. Je Je demande l'aide du public. Alors, on utilise le joker, avis du public. On peut choisir une. On a Ah, Béatrice est là. Alors, Béatrice, t'aurais fait J'appelle quoi, un ami. toi? J'appelle un ami. Ouais, Béatrice j'appelle un Pessoa. ami, là. Peut-être eux. Ah, Thierry? On peut allumer le micro de Thierry? Voilà, c'est bon. Ce matin, j'ai entendu avec intérêt les communications sur le sujet. Jamais on n'a parlé de l'échographie. Il y a un appareil qui s'appelle le STS qui permet de mesurer en direct le sulcus to sulcus, parce que toutes les formules que vous proposez, c'est des formules indirectes, et donc on peut faire des erreurs. Je crois que le problème vient de là. Donc la première chose à faire, c'est de rappeler qu'il existe des appareils échographiques qui mesurent l'angle à angle en réel. Bon, moi, j'en dispose d'un, et puis surtout, je dispose d'échographistes et je ne mets jamais un implant ICL sans mesurer la taille réelle du sulcus. C'est une très bonne remarque. Là, jusqu'à présent, j'ai pas eu de on problème. pourra y venir après, Ouais. bien sûr. Mais la question IBM. là, c'est Non, que je- faites-vous? Une fois, compris. après, une Après. fois qu'on est là. Après, c'est pas fini. En opératoire, un vol comme ça se voit. Hein. Ouais. Moi, j'imagine mal comment on peut passer à côté. Après, en post-opératoire, je n'ai jamais eu ce cas. Merci pour ta réponse, Thierry. Merci pour cette participation. Ok, donc Béatrice, qu'est-ce que tu aurais fait? Béatrice, oui.
Au micro, oui. Tiens, Béatrice. Non, je dis le problème du sulcus, on a arrêté beaucoup de faire les échos, en fait, parce que le sulcus, c'est un espace virtuel et qui bouge beaucoup avec l'accommodation. Là, présentement, décemment, on ne peut pas lui laisser, donc il faut lui enlever l'implant. Je croyais que c'était le cas de ce matin. On se disait avec Thierry, parce qu'on suit, nous, depuis ce matin, on a dit, tiens, ils nous remettent le cas de ce matin. Et donc, en fait, c'est enlever l'implant. Le problème, c'est que, quelle est son acuité visuelle, actuellement ? Voit bouger la main, il me semble. Ah, voit bouger la main. Il avait Il a 62 62 PIO. PIO, il a Oh, un ouais, modèle. on ne peut pas laisser l'implant. Ah non, ça, c'est Donc sûr, il faut mais qu'est-ce laisser qu'on fait l'implant, il faut enlever l'implant, probablement se dire qu'on rentre sur un Urède Zavalia, de toute façon ça va plus bouger, la pupille, et donc c'est terminé. Moi je ne mettrai plus rien derrière, hein, parce que là ça devient indécent. L'iris ne va jamais plus fonctionner devant ça. Un trou dans l'iris, ça va être pour se rassurer, mais ça n'a même plus tellement de valeur. Donc moi je ferais option E. Et je dirais, bon courage les gars, quoi. Ok. Parce qu'il va falloir parler à ce patient surtout. Hein. Merci pour cette aide. Précieux. Effectivement, on avait choisi cette option. Bien envoyé, Béatrice. Cette option d'explantation simple de l'ICL. Et donc, après explantation, le patient reste très photophobe. Il a cette pupille qui reste dilatée. Par contre, la pression intraoculaire c'est bien normalisé. Oui, c'est ça, maintenant on va lui enlever son Et cristal. lui, avec cette photophobie, il ne sort plus le soir, il est déprimé, il est vraiment très gêné. Que allez-vous proposer à ce pauvre patient maintenant ? Est-ce que vous allez l'opérer de la cataracte et lui mettre un implant aérien pour essayer de réduire sa photophobie et sa gêne? Est-ce que vous allez changer l'ICL en place? Enfin, l'ICL qui a été retiré, est-ce que vous allez mettre une taille inférieure? Est-ce que vous mettez un autre ICL de taille inférieure et dans le même temps vous réalisez une pupilloplastie? Ou est-ce que vous lui mettez soit des lentilles de couleur, soit des verres correcteurs teintés pour rester dans un traitement symptomatique et non invasif? Françoise ? Non, moi, je ne fais pas chirurgie de la cataracte avec un plan aérien, déjà. Ouais, parce qu'on dit qu'il est photophobe, mais à quel point... Oui. Il ne veut plus sortir de chez lui le Il est soir. déprimé. Vraiment, C'était son bon œil. C'était son bon œil. Et puis... Il était boulanger. D'abord, je me pose la question, est-ce que dans ces cas-là, on n'a pas intérêt à le confier à un ami? Un ennemi. Non, pas forcément un ennemi. Le concept, Mais c'est parce qu'on nous que- a fait oui, venir. J'ai compris. J'essaye de... C'est vous je l'ami, réfléchis c'est en vous même l'ami. temps. Vers correcteur teinté, ça n'ira pas. La lentille, mais enfin, il est photo... je sais pas, je suis bien embêtée. Je crois qu'on arrête les dégâts, là. Ouais. Je pense, enfin, personnellement, j'attendrai. Je sais bien qu'il est déprimé, qu'il va vous polluer vos consultations, mais je crois que s'il a un début de cataracte, il faut attendre vraiment qu'il ait vraiment, il a 25 ans ou 27 ans, 27 ans. avant de l'opérer. Je crois qu'il faut vraiment qu'il ait une vraie cataracte avant de l'opérer. Et puis, oui, pourquoi pas une lentille de couleur ou des verres teintés je crois qu'il faut arrêter la chirurgie pour un moment. Voilà. D. Alors, D. Oui. Et dans les faits, donc, nous, ce qu'on avait proposé, c'était la lentille de couleur ou les verres teintés. Donc, c'est ce qui a été fait. Et Que non. Ça ne va pas lui aller. Et depuis, il est toujours déprimé. Il en est toujours au même point. Alors, en regardant dans nos archives, on avait vu un patient chez qui on avait explanté. Donc, c'est un patient qui avait eu un implant phac avec un sizing trop important, qui a fait un glaucome aigu. Son chirurgien, vous voyez, lui avait fait de multiples iridectomies chirurgicales, sorti l'implant et avait également fait une plastie aérienne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le fil ici de prolène, chez un patient qui, pareil, avait un Urède Zavalia avec photophobie. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était très beau. La seule chose qui n'avait pas été vérifiée, malheureusement, chez ce patient, c'est qu'il avait une dystrophie des cônes. Et du coup, en fait, il voyait 1/10 malgré ce beau travail chirurgical. Donc, bien vérifier le fond d'œil des patients et bien calculer ces formules. Et donc, comment on aurait pu éviter cette situation, Michael ? Ne pas l'opérer. C'est intéressant déjà de revoir un peu dans la littérature que LOCOS, c'est le calculateur qui était
utilisés de manière prépondérante. Et il y a eu beaucoup d'études dessus. Et malheureusement, avec ces deux paramètres que sont la profondeur de chambre antérieure et le white-to-white, on arrive à 85% de volts adaptés. Ça veut quand même dire qu'on a 15% de volts qui sont soit excessifs, soit au contraire insuffisants. Et il y a eu une autre étude qui a été faite par l'équipe de Alio en Espagne, où ils ont analysé les causes d'explantation, tout un plan fac au départ confondu, pour 240 patients, et puis ils sont arrêtés aussi sur les ICL. Et là, on avait quand même finalement une pression intraoculaire qui était plus élevée dans 8% des cas. Donc il reste, si on finalement retient ça, que les explantations, il y a probablement 8% qui sont liés, à peu près 8 à 10% qui sont liés à des volts qui sont trop importants et des pressions intraoculaires trop importantes, et puis le reste, quand on peut avoir malheureusement des cas de cataracte. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment aurait-on pu éviter cette situation, puisque finalement ces deux paramètres qu'on analyse n'ont pas l'air suffisants pour nous permettre d'avoir un volting adapté. Voilà, ça rebondit sur la remarque qu'on a eue tout à l'heure. Donc, effectivement, utiliser donc, des formules qui implémentent avec d'autres données que le blanc à blanc et la profondeur de chambre. Donc, vous avez l'angle à angle, le sulcus to sulcus ou la flèche cristallinienne, voire avec l'UBM encore d'autres critères de mesure du sulcus qui peuvent être ajoutés. Oui, puisqu'on voit bien que la seule mesure réelle du sulcus au sulcus, c'est l'UBM. Effectivement, c'est une mesure qui est dynamique, mais ça reste la seule mesure. Le scléral spur to scléral spur, c'est une mesure qui approxime le sulcus au sulcus, le white-to-white également. Et finalement, le but, c'est de se rapprocher au maximum de cette distance qui est variable et aussi qui est variable lors des échographies. Alors effectivement, si vous, par exemple, vous recalculez donc l'implant avec une autre formule, vous voyez qu'en prenant les valeurs, donc ici c'est un MS39, alors d'une machine à l'autre, vous allez avoir des valeurs différentes, hein, si vous comparez Antarion, Pentacam, etc. Mais bon, là ici c'est sur des données MS39. Et ben, en recalculant, on a 1230, 1253 ou 1236 avec des Nakamura 1, 2, 3. Bon. Donc l'idée, si vous voulez, le message clé dans ce cas, c'est toujours recalculer soi-même ces calculs. Faites pas confiance aux fabricants à 100%. C'est pareil pour les anneaux intracornéens. On avait ces communications sur les anneaux juste avant. On reçoit, c'est vrai, des plans des anneaux, mais il faut aussi savoir les recalculer soi-même. C'est pareil pour les calculs d'implants. Donc, un message tout simple, recalculez vous-même. Ne faites pas confiance à 100% à la mesure qu'on vous donne. Et puis, après, si vous avez besoin de taille intermédiaire, il y a aussi sur les IPCL, vous avez des tailles intermédiaires. Ça va de 0,25 en 0,25 quand les autres sont sur des pas plus élevés. Et puis, bien sûr, on parlait de l'échographie, bon, on pourra en parler longtemps. Vous avez sur l'UBM, vous pouvez voir les kystes, etc. C'est ce qu'on disait même hier, Liem, on regardait ensemble sur... Moi, je me suis fait des mesures d'Antérion, des mesures de MS39. L'objectif, c'était de voir déjà s'il y avait une variabilité, non seulement entre les machines, celle-là, on la connaît, mais il y a même des variabilités au sein de la même machine. Si on refait la reproductibilité, elle n'est pas à 100%. Donc forcément, on voit déjà que sur ce patient-là, on a eu des formules de calcul qui donnaient des résultats différents, et on le comprend beaucoup mieux là-dessus. Je vais... Suturé. Oui, point de suture sur la cornée, oui. Oui. Je voulais revenir sur votre slide, là, où vous parlez des kystes dépistés en UBM, et pour rebondir sur ce que disait Thierry Delair tout à l'heure, effectivement, l'UBM, même c'est malheureusement un examen qui est peu accessible, on n'arrive pas à voir aussi facilement qu'un OCT, ça dépend aussi de l'opérateur, il faut que l'échographiste soit quand même habitué à le faire, mais on se rend compte quand même que si on faisait un UBM, il y a pas mal de complications qu'on pourrait éviter. Alors évidemment, la mesure de sulcus à sulcus est maintenant présente dans beaucoup de nomogrammes qui permet de gagner en précision, mais pas que. C'est-à-dire que des anomalies comme par exemple l'iris plateau, où on n'a pas de sulcus, on ne peut pas le savoir à l'OCT qu'il n'y a pas de sulcus. Et s'il n'y a pas de sulcus, ben, l'implant ne va pas pouvoir se déployer correctement. Si les corsières sont orientées vers le bas, on peut avoir un implant qui glisse et qui tourne. Quand on a un implant torique, c'est quand même très embêtant. Et tout ça pourrait être dépisté à l'UBM, et malheureusement, ça fait partie encore des facteurs d'imprécision et de causes de complications. Ok, merci Liem pour toutes ces précisions. Alors, on évolue vers un deuxième cas, donc c'est un cas assez intéressant également. Donc, c'est un jeune de 28 ans qui vient aux urgences. Donc, ça, c'est 2 ans après avoir été implanté d'ICL. Les implantations se sont bien passées avec les plans chirurgicaux que vous voyez. Donc, c'était des implants pour des myopies de -11, -10 de chaque, sur un œil, -11 de l'autre. Le patient se présente aux urgences. Il s'est cogné dans la nuit en allant changer la couche de son bébé qui pleurait. Et donc, en se cognant, en se penchant sur le berceau, il se tape le coin de l'œil avec le berceau. Alors,
Donc on a l'examen de l'œil droit ici qui est toujours... Excusez-moi. Il a, après ce choc, il a un iféma total de l'œil. Et 2 jours après, on a cet aspect-là en lampe à fente. Œil droit, c'est son œil sain, et l'œil gauche, c'est son œil traumatisé. Donc la question qui se pose déjà, c'est quel est votre diagnostic? Est-ce que vous trouvez que l'examen est normal? Est-ce que vous notez une mydriase aréflexique? Est-ce que l'implant a l'air de s'être luxé en chambre antérieure? Ou est-ce que vous évoquez un autre diagnostic devant ces images? Françoise? Moi, je dis, c'est classique, en fait, j'exagère un peu. Mais quand on fait la revue de la littérature sur en fait, traumatologie et chirurgie réfractive, et plus particulièrement implant FAC, et ben effectivement, c'est classique. Il doit y avoir 2-3 cas décrits. Vous les avez trouvés, j'imagine? Non? Vous n'avez pas cherché? Je ne sais pas. D'anéridie. Ah, pardon, le diagnostic. Anéridie, il est parti d'un iris dans l'incision. Non, c'est pas ça? Je sais pas. Enfin, en tout cas, maintenant, il est en mydriase aréflexive, il n'y a plus d'iris, donc il va rester comme ça, quoi. Il est anéride, je crois. Oui, c'est ça, plutôt. Effectivement, non seulement l'iris a été expulsé, mais en plus, on le voit sur l'image, l'iris a tourné. L'implant a tourné. Donc ça fait une double complication sur cet accident malheureux. Donc à J5, on a cet implant, vous voyez, qui est verticalisé sur le plan initial. Donc vous voyez que l'implant a tourné. L'acuité visuelle, par contre, elle est conservée. Le patient a toujours un 10/10e. Donc on a +1, -2, donc on voit que le cylindre n'est plus corrigé. On a un vol qui est mesuré à 824 microns. Et puis, sur la microscopie spéculaire, vous voyez, on est à 3000 cellules. Et donc, quelle prise en charge, prise en charge proposez-vous à ce patient dans ce contexte? Donc, vous proposez quoi? Il a 10/10e, on est bien d'accord? Il a 10/10e. +1, -2, 10/10e. Est-ce que vous reprenez pour tourner le licelle dans sa bonne position? Il est demandeur. Est-ce que vous retirez l'implant? Est-ce que vous retirez l'implant et puis vous faites la cataracte et vous mettez un implant aérien? Est-ce que vous faites autre chose? Il nous fait confiance en tout cas. Alors, s'il est demandeur, faudrait voir s'il a envie, en plus de repasser sur la table d'opération, éventuellement remettre l'implant dans sa position à condition que tout se passe bien. Sans iris, sans rien, je ne sais pas. Moi, j'aurais rien fait. Françoise? Oui, peut-être autre possibilité. Non, mais autre possibilité, c'est je vous mets une lentille, de toute façon, pour anéride, parce que je ne vois pas très bien comment on peut gérer le problème de la photophobie quand on est à Iride et dans ce contexte-là. Et je ne me souviens plus du résiduel de... +1, -2. Et de l'autre côté, il a 10/10e sans correction? 10e sans correction. J'aurais surveillé sur la microscopie spéculaire et j'aurais rien fait chirurgicalement. Donc c'est vrai qu'on se pose la question effectivement de l'implant dans la chambre antérieure sans iris avec la microscopie spéculaire, l'endothélium qui pourrait être éventuellement touché. Donc effectivement on a décidé de surveiller le patient. J'ai une question. Pardon, oui. Bon, il est probable qu'on aboutisse à une extraction de cristallin ou de cataracte. Ça va se terminer peut-être comme ça un jour. Pour l'iris, j'ai une question naïve. Est-ce que le tatouage cornéen est une procédure autorisée ou pas? Alors, c'est autorisé puisqu'on peut l'utiliser par exemple dans des cas esthétiques traumatiques, donc c'est autorisé. Mais parce que ça me pose le tatouage cornéen, après on ne peut plus opérer les décollements de rétine, enfin plus difficilement. C'est le problème rétinien, après surveiller la rétine et l'opérer si besoin. On voit plus correctement la périphérie, c'est un myope fort, il y avait traumatisé. Il était à -10 initialement. Donc c'est vrai que c'est une option qu'on n'a pas retenue. Donc on a choisi de le surveiller, et donc on voit sur ces différents OCT, Mickaël. On note finalement une réduction spontanée du volting. On était à 824 à J5 et on finit maintenant à 2 ans à 624 microns. Donc on a quand même une diminution de 200 microns de ce volting. Et donc ce patient, effectivement, en le surveillant, on le surveille non seulement sur le volting, comme tu l'as dit, Nadir, on le surveille également sur la stabilité de l'endothélium, de la fonction endothéliale. Et c'est vrai qu'on était assez rassurés de voir que son endothélium fonctionnait toujours aussi bien à 2 ans et lui permettait de garder une transparence cornéenne et de montrer une bonne tolérance, en tout cas, de cet implant, malgré l'absence d'iris.
Voilà les images. Malheureusement, persiste une photophobie majeure. On a essayé les lentilles qui permettaient justement de diminuer la photophobie, qui aurait permis, on aurait aimé de mieux le corriger, et des verres teintés, mais sans succès. Voilà, donc c'est ce qu'on disait au départ, hein. Il y a un cas qui a été publié dans le JCRS, mais c'était un cas de traumatisme sur un AVP, donc expulsion aérienne aussi. Alors, dans ce dossier du JCRS, ils ont retiré l'implant parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes d'instabilité d'implant. Et donc, on n'a pas retrouvé de cas, si vous voulez, avec un suivi de 2 ans, comme ça, d'un ICL flottant dans l'œil sans iris. Ça n'a pas été publié, donc on ne savait pas. Mais effectivement, avoir cette réduction du vaulting 2 ans après, de 800 à 600, on ne pouvait pas le deviner. L'endothélium qui n'a pas bougé, on ne pouvait pas le deviner. Et puis après, on a trouvé que ce cas était assez complémentaire du cas précédent, puisque finalement, dans toutes les formules, on n'intègre jamais finalement la composante irienne. Le vaulting était à 800 quand il n'y avait plus d'iris, il est à 600 quand il n'y a plus d'iris. Donc, effectivement, on a vu ce matin des communications sur le calcul de l'implant, avec des formules d'IA, etc. Mais on a aussi peut-être un facteur irien qu'il faudrait prendre en compte, taille de l'iris, épaisseur de l'iris, force de l'iris. Donc, voilà, on trouvait que ces 2 cas étaient bien complémentaires. Parce que finalement, c'est à la fois la position de l'implant dans le sulcus, est-ce qu'il se localise sur le corps ciliaire, est-ce qu'il se localise effectivement dans le sulcus, c'est d'autant de paramètres qui sont à évaluer, qui sont en cours d'évaluation. Et c'est vrai que finalement, grâce à des enregistrements d'échographie, puisqu'on parlait du sulcus qui était justement une valeur qui est assez dynamique et assez changeante, on peut, pourquoi pas, approximer encore mieux ce sizing, cette problématique du sizing. Alors, il nous reste quelques minutes pour faire le dernier cas. Et donc, c'est le cas d'un patient de 50 ans qui a une chirurgie par ICL. Donc, cette chirurgie se termine ici sur la vidéo. Vous voyez que l'implant est positionné sous l'iris. Le visqueux est lavé. Et puis, voilà, le visqueux est lavé. Hop. La berge est œdémaciée afin de faire l'étanchéité. Et la chirurgie s'arrête. Cette chirurgie est-elle sans particularité pour vous? Oui, l'implant est dans le bon sens. Non, l'implant est dans le mauvais sens. Non, il manque une étape. Il y avait le trou, il y avait... Il y avait un trou ici sur l'implant. D'accord. C'est un implant non torique. Faut le mettre à 0,180. Ouais, c'est pas obligé. Vas-y, Nadir a une... Nadir, oui. Il faut resserrer l'iris. Pardon? Resserrer l'iris. Mais du Miostar? Oui, pourquoi pas. D'autres... C'est pas obligé. Oui, il y a différentes études là-dessus. Ouais. Visiblement, le problématique du mettre du Miostar, c'est souvent que les patients sont très myopes juste après l'opération. Et donc, ils peuvent se plaindre après d'une récupération. On peut diluer un peu. Assistance. Ça vient d'où? Vous pouvez lever la main. Qui a dit ça? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est Bravo. aussi. Effectivement, il manquait cette étape. Bravo. Là, c'est furoxine. J'avais pas fait attention. Le patient nous reconsulte quelques jours après. Ah, mais ils l'ont pas mis du tout. Ils l'ont pas mis. Alors, il se plaint d'un tyndal, d'un hypopion. Enfin, il s'en plaint pas. Il a l'œil rouge et douloureux. Et à la lampe à fente, on voit un tyndal, hypopion, une belle hyalite en échographie. La PO est à 30 et la vision est réduite à voir bouger la main. Que faites-vous devant ce patient? Est-ce que vous majorez le traitement anti-inflammatoire et hypotonisant? Est-ce que vous allez tout de suite en salle d'intervention pour lui faire des IVT d'antibiotiques et une ponction de chambre antérieure avec analyse bactériologique? Est-ce que vous en profitez pour explanter? Est-ce que vous réalisez une vitrectomie et puis on complète avec un prélèvement vitréen en plus des IVT? Ou enfin, est-ce que vous explantez, vous faites la vitrectomie et le prélèvement et les injections intravitréennes? Quelle serait votre Françoise? Alors, moi, je ferais mais pas vitrectomie complète, prélèvement au 27 gauche, parce que je pense qu'il faut prélever du vitré. Ça s'est passé à J1, je crois. Hein, J1 J5, il consulte à J5. Bon, peu importe. Moi, je ferais ça. Donc, PCA, parce que c'est pas marqué cet item-là. Je fais la chambre antérieure, moi je fais tout. La chambre antérieure, je fais le vitré, mais soft, c'est pas une vitrectomie, diagnostic. Hein. Oui, ponction vitréenne diagnostique. Ah oui, je voudrais savoir ce qu'il y a derrière quand même. Cathy? On peut faire une échographie peut-être pour... Elle a été faite. On a l'écho, il y a une hyalite. Oh, pardon, j'ai pas... Il y a juste une hyalite, la rétine est à plat et l'implant est en place. D'accord. Donc, oui, prélèvement, chambre antérieure vitrée et puis antibiotiques.
Enfin, j'en vois au 15-20, moi. Donc effectivement, on l'a reçu au Direct. 15-20. Et donc au 15-20, on a décidé donc de faire traitement anti-inflammatoire hypotonivant. C'était moi. PCA et IVT. Ah ouais. On n'a pas été directement sur la vitrectomie, parce que c'est pas toujours évident de le faire. Ça dépendait du jour, peut-être, je sais pas, de l'horaire. Et donc voilà, PCA IVT. Le patient évolue bien sous traitement, disparition de l'hypopion. Il développe après une cataracte. La cataracte est prise en charge avec ablation de l'implant. Et il développe ensuite secondairement encore une membrane inflammatoire séquelaire. Et donc il a été également opéré de cette membrane épirétinienne avec finalement une acuité à 7/10. Les endophthalmies après implant FAC, c'est très rare, mais on a des cas dans la littérature. Et dans tous les cas, il n'avait pas eu de céphuroxime. Donc, 2 messages clés de cette présentation, très simple. Vérifiez vous-même vos calculs d'implant et utilisez la céphuroxime quand vous faites des ICL. Merci On est bien de d'accord. votre attention. Et, tout ça pour dire aussi, attention aux indications. Je crois que c'est vraiment des cas, bravo, parce qu'ils sont magnifiques, mais attention aux indications. Et peut-être conclure revenir à la conclusion de Béatrice ce matin, la chirurgie lenticulaire, enfin intrastromale, lenticulaire, malgré tout, on évite tous ces soucis aussi. Je remercie Françoise. Oui, et moi, je trouve très bien de présenter des complications. Et, Oui, très bien. Il faut Très bien, présenter cette des session. complications. Je Merci, disais, Cathy. bravo. C'est pour ça que je dis Vraiment. bravo. merci Liem pour l'invitation, l'organisation. Merci Mickaël. Merci Liem et Nassim, du coup, Et merci, de Nadia. l'organisation. Merci à tous de votre Nadia, attention. merci, Cathy. Très bien, bravo.